Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une lecture. Mais comme je vous l'avais un peu promis la dernière fois, je vais juste vous montrer en quelques secondes mon petit univers vidéoludique. Mon coin Batman, je pense que ça se voit un petit peu. Mon pote Pennywise, mes potes Kratos et Masterchef, mon petit coin rétro, mon coin Resident Evil, mon coin vitrine, mon coin gaming, mon coin manga. Voilà, bon, en bref, parce que je veux pas faire trop long non plus, ce n'est pas le lieu pour vous. Et ça me saoule, encore une fois, il est 21h40 et il fait encore clair dehors. Donc j'espère encore avec le montage, je vais pouvoir assombrir pour l'ambiance tout simplement. Alors aujourd'hui nous allons lire le début de Méfiez-vous des abeilles, donc le remaster, 4, le tome 5 sur 7, donc on s'approche du raz-de-marée des histoires complètes de toutes les autres que j'ai lues jusqu'à la nouvelle, ne vous inquiétez pas, je vais pas les relire ceux-là. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je sais même pas, vous allez bien? Moi ça va, mais récemment il y a eu un souci. Enfin, un truc chouette qui a provoqué un souci. Heureusement, l'une d'entre vous l'a remarqué. Je suis désolé encore une fois. J'espère que tu me pardonneras. J'ai reçu un commentaire de l'une d'entre vous qui m'a expliqué que il y avait des pubs toutes les 5-10 minutes dans les vidéos, ce qui n'est pas le but des lectures ASMR. Le but c'est de vous endormir, donc de vous raconter des belles histoires. Et en fait, j'ai enfin réussi à trouver comment être monétisé. Ça fait quasiment des mois et des mois que je devais déjà l'être, mais comme absolument personne ne me dit comment fallait faire, ni tuto YouTube, ni YouTube lui-même, rien. C'est un ami qui m'a montré comment fallait faire. Et du coup, ça me demandait ça me disait, sans me demander l'autorisation, que YouTube allait mettre des publicités avant, pendant et après les vidéos. Sauf que moi, pour la dernière vidéo, donc la lecture complète de Prisonnier du Miroir, j'ai coché la case, non, je ne veux pas de pub pendant la vidéo. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la demoiselle qui m'a laissé son commentaire, comme quoi toutes les 5-10 minutes il y avait des pubs dans une ancienne vidéo, donc c'était toujours Prisonnier du Miroir, mais peut-être la première ou la deuxième partie, et bien en fait YouTube avait coché automatiquement toutes mes vidéos, comme quoi il fallait des pubs pendant les vidéos. J'ai dû cocher une par une, j'ai dû décocher une par une le fait d'enlever ça. Et j'ai 2 chaînes, ça l'avait fait dans les deux chaînes, j'ai dû faire ça, ça m'a pris une demi-heure à faire, décocher chaque vidéo séparément. Donc voilà, donc encore désolé, normalement ça devrait plus arriver. Si ça arrive, n'hésitez pas à me le dire. Pareil pour les lectures dans l'ordre, quand ça se mélange. Normalement, encore une fois, j'ai fait en sorte que non. Si jamais c'est censé être partie 1, 2, fin. Mais bon, voilà, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire. Et j'ai déjà soif, c'est bizarre. On va lire, relire. Méfiez-vous des abeilles. C'était chouette, j'aimais bien cette histoire. On va se remettre dans l'ambiance. Comme d'habitude, installez-vous confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Si vous avez peur des abeilles, autant vous prévenir tout de suite. Cette histoire en est pleine. Moi, jusqu'à très récemment, j'en avais une peur bleue. Je m'appelle Grégory Dunoy, et cette histoire a commencé un après-midi de juillet. J'étais tranquillement installé dans mon jardin, sous le gros érable, avec une pile de bandes dessinées. Par un après-midi d'été comme celui-là, chaud et lourd, il y en a qui auraient préféré aller à la piscine avec des copains. Mais pas moi. À vrai dire, à l'époque, je n'avais pas beaucoup de copains, et même ma jeune sœur ne m'aimait pas beaucoup. Ma vie n'était pas très drôle. Je me demandais tout le temps, mais qu'est-ce que j'ai de bizarre? Pourquoi les autres se moquent-ils toujours de moi? Pourquoi me donnent-ils des surnoms ridicules du genre Grégo le zéro? C'est ma tête qui ne leur revient pas? Pourtant, lorsque je me regardais dans le miroir de la salle de bain, je ne voyais qu'un long visage maigre, un nez ordinaire, des yeux clairs et des cheveux blonds et raides. Un visage ni beau ni laid. Ce bruit terrifiant m'arracha à mes tristes pensées. Un bourdonnement. C'était un bourdonnement d'abeilles. Je m'assis brusquement et regardai autour de moi. Je ne vis d'insectes nulle part, et cependant le bourdonnement persistait. Ça y est, me dis-je, c'est encore les sales bestioles de monsieur Anvers. Il va me gâcher la journée, une fois de plus. Encore ce bruit insupportable. Je me mis à plat ventre pour scruter à travers la haie le jardin du voisin. Et voilà, j'en étais sûr. Monsieur Anvers était encore en train de s'activer autour de ses ruches. Comment pouvait-il passer autant de temps avec ces satanées bestioles sans se faire piquer? Moi, ça me mettait les nerfs en plot. Je me redressai et avançai prudemment sur les genoux de façon à le surveiller sans qu'il me voie.
La dernière fois qu'il m'avait surpris à l'observer, il avait fait toute une histoire. À l'entendre, on aurait cru qu'il y a des lois pour interdire aux gens de s'asseoir dans leur propre jardin. Qu'est-ce que ça veut dire avait-il aboyé. Aurait-on créé un comité de surveillance sans m'en avertir? Est-ce que les services secrets recrutent des espions de 10 ans maintenant? Cette dernière remarque m'avait particulièrement blessé, car M. Anvers savait parfaitement que j'avais 12 ans. Autant l'avouer tout de suite, à cette époque, j'avais peur de pas mal de choses. Des chiens, du noir, des bruits violents. J'avais peur de nager dans des lacs ou dans la mer. J'avais même peur de cette sale bête de Grisby, le chat de ma sœur. Mais par-dessus tout, j'avais peur des abeilles, ce qui n'est vraiment pas de chance quand on a pour voisin un passionné d'apiculture. Brusquement, je sursautai. Grisby venait de surgir sans bruit à côté de moi. Je sifflai entre mes dents. « Toi, fiche-moi la paix, tu veux ?» Grisby arrondit le dos et vint se frotter contre ma jambe. Puis, méchamment, il me planta ses griffes dans la peau. « Aïe !» criai-je, en lui lançant un coup de pied. « Fiche le camp, sale bête !» Je n'arrivais pas à comprendre que Véro puisse être attaché à ce point à cette créature. Ma sœur prétendait que son chat me sautait dessus parce qu'il m'aimait. Peut-être, mais moi, je ne l'aimais pas. Je réussis finalement à me débarrasser de Grisby et me réinstaller à mon poste d'observation. J'avais peur des abeilles, mais curieusement, elles me fascinaient. Je ne pouvais pas m'empêcher de guetter M. Anvers. Heureusement, il gardait ses ruches dans une sorte d'enclos finement grillagé derrière son garage. Cela me rassurait un peu. M. Anvers portait son vêtement de travail habituel qui le faisait ressembler à un extraterrestre échappé d'un film d'épouvante. Une sorte de combinaison blanche et un chapeau avec un voile protégeant le visage. Des ficelles fermaient étroitement la combinaison aux poignets et aux chevilles. Je remarquai une fois de plus qu'il ne portait pas de gants. Il s'en était vanté un jour devant mon père. J'étais là aussi, mais M. Anvers avait fait comme si je n'existais pas. Voyez-vous, Dunoï, les apiculteurs amateurs protègent leurs mains avec des gants. Les plus courageux portent des sortes de mitaines qui laissent les doigts libres pour une meilleure précision. Mais un véritable apiculteur, tel que moi, travaille à main nue. Mes abeilles ont confiance en moi. Les abeilles sont beaucoup plus intelligentes qu'on l'imagine, vous savez. Tu parles, ricanai-je en moi-même. Si elles sont si intelligentes, tes abeilles, pourquoi reviennent-elles bêtement dans tes ruches? Pour te laisser leur voler leur miel, peut-être? Le bourdonnement qui s'élevait des ruches s'amplifiait, menaçant. Je me levai, m'approchai de la haie qui séparait nos deux jardins pour voir ce qui se passait. Alors je poussai un cri. Le vêtement blanc de M. Anvers n'était plus blanc. Il était noir. M. Anvers était totalement recouvert d'abeilles. Elles venaient se poser sur lui, rampant sur ses bras, sa poitrine, sa tête. Son chapeau et son voile remuaient comme s'il était vivant. Il ne craignait donc pas tous ces dards qui pouvaient s'enfoncer dans sa peau. J'étais là, debout contre la haie, quand M. Anvers me cria soudain « Grégory, va-t'en !» Hein? Je restai immobile, comme paralysé. « Les abeilles !» hurla M. Anvers. « Elles sont devenues folles. Cours, va te mettre à l'abri !» Jamais je n'ai couru aussi vite de ma vie. Je traversai la cour en 3 enjambées. Je franchis d'un bond les marches du perron, j'ouvris la porte à la volée et m'engouffrai dans la cuisine. Appuyé contre la table, je tentai de reprendre mon souffle. En tendant l'oreille, je percevais encore le ronflement de colère des abeilles dans le jardin d'à côté. Mais j'entendis également un autre son. Un rire qui ressemblait fort au rire de M. Anvers. Prudemment, j'entr'ouvris la porte. Le voisin était en bas des marches. Il avait retiré son chapeau et son voile et il souriait jusqu'aux oreilles. « Si tu avais vu ta tête, mon pauvre Grégory, et comment tu t'es mis à galoper, tu ne peux pas savoir comme tu étais drôle. » Je le regardais fixement. « Mais vos abeilles, elles ne vous ont pas attaqué ?» M. Anvers s'envoya une grande claque sur la cuisse. « Bien sûr que non, je contrôle toujours parfaitement mes petites bêtes. » Il s'essuya le front d'un revers de main. « Bien sûr, expliqua-t-il, je dois parfois récupérer quelques égarés avec mon filet, mais elles savent toutes que mes ruches sont les meilleurs logis qu'elles puissent trouver. » « Alors c'était une blague? Vous pensiez peut-être que j'allais trouver ça drôle ?»
J'aurais voulu prendre une voix irritée, mais c'est difficile quand on tremble encore comme une feuille. J'espère que ça te servira de leçon, répliqua sèchement M. Anvers, et que tu cesseras enfin de m'espionner à longueur de journée. Il tourna les talons et rentra chez lui. J'étais dans une rage noire. Quel méchant tour il m'avait joué, comme si les moqueries des gosses de mon âge ne me suffisaient pas. J'abattis violemment mon poing sur la table de la cuisine, juste au moment où ma mère entrait. « Et là, Greg, s'exclama-t-elle, ne casse pas le matériel par pitié. Je venais me faire un petit goûter. Tu en veux un ? Je veux bien, marmonnai-je en m'asseyant devant la table. Beurre et confiture de fraises, comme d'habitude ? J'approuvais de la tête. La confiture de fraises a toujours été ma préférée. Maman fouillait dans le placard. Ah, tiens, je crois bien qu'il n'y a plus de confiture de fraises. Il va falloir se contenter de ça, ajouta-t-elle en brandissant un petit pot de verre. Qu'est-ce que c'est ? Demandai-je. Du miel. Du miel ? Hurlai-je. Je déteste le miel. Un peu plus tard, comme je ne savais pas trop quoi faire, je décidai de me balader du côté du terrain de jeu. En passant près des balançoires, j'aperçus une bande de garçons et de filles de mon école qui se préparaient pour une partie de volley-ball. Je les rejoignis. Peut-être, qui sait, peut-être me laisserait-il jouer. Un garçon nommé Louis disait « Gaël et moi, on choisit nos équipes, d'accord ?» J'arrivais au bon moment. Je m'approchai et m'appuyai à la barrière. Un par un, Louis et Gaël se répartissaient les joueurs. Tous furent appelés, sauf un, évidemment, moi. Je restais seul, accoudé à la barrière. Je haussai les épaules et m'apprêtais à m'en aller quand Louis et Gaël se mirent à discuter à mon sujet. « Prends-le, Gaël, disait Louis. « Prends-le toi-même. »« Pas question, répliqua Louis. Je ne veux pas d'un zéro dans mon équipe. » Je rougis si fort que les joues me brûlaient. J'aurais voulu m'en aller, mais j'avais trop peur de les entendre s'écrier « bon débarras » ou quelque chose comme ça. Finalement, Gaël soupira. « Oh bon, d'accord, je le prends. Mais souvenez-vous de la règle spéciale, Grégo le zéro, on ne lui passe pas le ballon. » Il y eut un grand éclat de rire. Alors, sans me retourner, serrant les dents de honte et de colère, je quittai le terrain de jeu. Je n'avais plus qu'une envie, retrouver la paix et la solitude de ma chambre. Comme je tournais le coin de la rue, j'entendis une voix rigolarde. « Hé les gars, regardez qui arrive !»« Punaise !» renchérit une autre voix, « mais c'est notre Grégo le zéro !»« En voilà une chance, les gars !» ricana une troisième voix. Je ne sais pas qui avait de la chance, mais ce n'était certainement pas moi. Les voix appartenaient aux trois plus redoutables voyous du quartier, Ted, Jack et Freddy. Nous sommes du même âge, mais ils sont presque 2 fois plus grands et plus larges que moi. De vrais gorilles. Je les aurais très bien vus couverts de poils, leurs longs bras traînant sur le trottoir. Et quand ils en avaient assez de se balancer dans leur cage à singes, leur jeu favori, évidemment, était de me casser la figure. J'essayais de passer mon chemin. « Lâchez-moi les baskets, les gars, murmurai-je. J'ai eu une sale journée. »« Tu veux qu'on arrange ça, zéro ?» gloussa Ted. « Tiens, c'est un cadeau de la maison. » J'eus à peine le temps de fermer les yeux qu'un énorme poing s'abattait sur mon nez. 10 minutes plus tard, je me glissai enfin péniblement par la porte arrière de la maison. Par chance, maman était en haut. Elle ne verrait pas mon nez sanguinolent, ni ma chemise déchirée, et elle ne me menacerait pas de téléphoner sur le champ aux parents des 3 terreurs. Si jamais elle faisait ça, la prochaine fois, il me tuerait carrément. Je montais l'escalier quand Grisby trouva bon de passer à l'attaque. J'étais dans un tel état de nerfs que je faillis tomber à la renverse. « Fiche le camp, espèce de babouin !» grondai-je. Repoussant l'animal d'un coup de pied, je courus m'enfermer dans la salle de bain. L'image que me renvoyait la glace faillit me donner la nausée. J'étais bon pour jouer les figurants dans La poupée sanglante. Je tamponnais mon nez à l'eau froide, je nettoyais soigneusement toutes les traces de sang. Puis, comme je venais d'entendre maman redescendre, j'en profitai pour quitter discrètement les lieux et titubai jusqu'à ma chambre. J'enlevai ma chemise déchirée et la fourrai en boule derrière mon lit. J'en enfilai une autre, puis je rejoignis maman et Véro à la cuisine. Maman venait de brancher le mixeur et posait des œufs sous la table. Ma sœur nouait un grand tablier autour de sa taille et, comme d'habitude, Grisby se frottait à ses jambes en ronronnant. Avec elle, il avait tout du chaton innocent.
Pourquoi se comportait-il avec moi comme une bête sauvage? Greg, mon chéri, proposa maman, tu veux nous aider à faire un clafoutis? Je déclinai la proposition. Non, merci, mais je veux bien vous aider à lécher le plat tout à l'heure. En attendant, reprit maman, tu peux peut-être sortir le bocal de cerises qui est en haut du placard? J'essaie une nouvelle recette et je crois que ça va être bon. Sûrement, approuvai-je, du moment que tu n'y ajoutes pas du miel. J'ouvris le placard et en sortis le bocal. Je tentai de dévisser le couvercle, mais il résistait. Je tournai de toutes mes forces, rien à faire. Je coinçai le bocal contre le rebord de la table pour avoir une meilleure prise. Aucun résultat. Tu n'aurais pas une grande pince ou quelque chose? Demandai-je. Je n'arrive pas à ouvrir ce truc. En faisant couler de l'eau chaude dessus, peut-être, suggéra maman. Oh là là, donne-moi ça, lança Véro avec un petit reniflement dédaigneux. Elle traversa la pièce, m'enleva le bocal des mains et rien qu'avec 2 doigts, elle dévissa le couvercle. Elle éclata de rire en renversant la tête en arrière et maman en fit autant. Eh oui, ma propre mère riait de moi. Tu n'as pas mangé assez d'épinards ces jours-ci? Fit-elle, moqueuse. Je m'en vais, grommelai-je, et je ne reviendrai jamais. Mais elle riait de si bon cœur qu'elles ne m'ont sûrement pas entendu. Je sortis en claquant la porte. Malheureux comme les pierres, je décidai d'aller faire un tour en vélo pour me changer les idées. Mon vélo était tout neuf, bleu, avec changement de vitesse. Un chouette beau vélo. C'était papa qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Je sautai dessus et pédalai vers le haut de la rue. Arrivé au tournant, j'aperçus 2 filles qui marchaient vers moi en bavardant. Waouh, pensai-je. Voilà Cathy et Lisa. Ce sont des filles de mon école. Elles sont vraiment jolies toutes les deux. Et plutôt sympas. Je dois avouer que j'ai un faible pour Cathy. À la fête de l'école, elle m'a souri plusieurs fois. Enfin, je crois que c'est bien à moi qu'elle souriait. Aussi, quand j'ai vu ces 2 filles qui venaient vers moi, j'ai vraiment eu envie de me montrer sous mon meilleur jour. Je tournai ma casquette pour mettre la visière dans le cou. Puis je croisai les bras sur ma poitrine et continuai de pédaler d'un air décontracté. Arrivé à leur hauteur, je leur lançai mon sourire le plus séducteur. Je sentis alors un choc dans ma basket gauche. Mon lacet défait venait de se prendre dans la chaîne. Mon vélo se cabra, se mit à zigzaguer dangereusement. « Grégory !» cria Cathy. « Attention, une voiture !» Percutant un lampadaire, je culbutai sur le trottoir dans un affreux crissement de métal tordu. Je pris violemment contact avec le sol, le nez dans une flaque tiède et visqueuse, laissée par un orage récent. La voiture me dépassa dans un rugissement de moteur. Je me relevai péniblement en essuyant la boue qui maculait mon visage. Comme séducteur, je ne faisais décidément pas le poids. Ma triste situation aurait pu m'attirer au moins quelques sympathies. Même pas. Mes oreilles résonnaient encore du grand éclat de rire qui avait accompagné ma chute. « Il faut mettre des petites roulettes à son vélo, tu sais, quand on ne sait pas encore bien en faire, » me lança Cathy. Je ne m'étais jamais senti aussi humilié de ma vie. Si seulement j'avais pu prendre racine dans cette flaque de boue et me transformer en arbre. On ne se moque pas d'un arbre. Oui, sérieusement, à ce moment précis, j'aurais voulu être un arbre. Ou un oiseau, ou une punaise, n'importe quoi qui ne soit pas moi. Ruminant ces tristes pensées, je relevai mon vélo tordu, décidé à disparaître du lieu de mes exploits avant que quelqu'un d'autre ne passe par là. Heureusement, je n'avais pas à le traîner bien loin. Pour la 2e fois dans la même journée, je me faufilai dans la maison aussi discrètement que possible et me précipitai dans la salle de bain pour nettoyer les dégâts. Mon reflet dans le miroir me révéla que cette fois, j'aurais du mal à dissimuler à maman mes bleus et mes écorchures. « Oh, et puis qu'est-ce que ça peut faire ?» grommelai-je, en lavant mes mains et mon visage boueux. « Ça lui donnera encore une bonne raison de rire de moi, et voilà tout. » Je retournai dans ma chambre, enfilai ma dernière chemise propre et tâchai de trouver quelque chose pour m'occuper. Finalement, je branchai mon ordinateur. Jouer avec mon ordinateur est l'une des rares activités qui me procure un réel plaisir. Quand je suis embarqué dans l'univers d'un jeu vidéo, j'arrive à oublier que je suis ce raté qu'on surnomme Grégory le Zéro. Je décidai d'affronter une nouvelle fois les maléfices de la planète Monstro qui me tenait en échec depuis 2 jours. Monstro, ça c'est un jeu. On y a un personnage appelé le guerrier,
prisonnier de la planète, et il faut se sortir d'un tas de situations impossibles. Mais avant de commencer une nouvelle partie, je voulais jeter un coup d'œil sur la boîte aux lettres. C'est un service très pratique qui permet de communiquer avec d'autres joueurs et d'échanger des astuces. J'avais laissé un message la veille, demandant si quelqu'un pouvait m'indiquer un moyen de vaincre le dragon à deux têtes qui me dévorait régulièrement quand je débarquais sur la 3e lune. Quand je fus connecté, je lus sur l'écran les messages suivants. Pour Martin, à Houston. As-tu essayé les feuilles d'eucalyptus pour te sortir de la forêt des pluies? C'est un contrepoison très efficace quand on a été mordu par les fourmis venimeuses. De Dora, Armon. Pour Mick, à Los Angeles. Le seul moyen d'échapper au naufrage de ton vaisseau spatial, dans la conquête de l'espace 20, c'est de gonfler d'oxygène ta combinaison et de te laisser flotter. De Steve, Dallas. Pour Gregory, à Dumbstone. Frappe le dragon entre les yeux, sur les 2 têtes en même temps. Pour moi, ça a marché. De Jennifer, Watermile. Merci du conseil, marmonnai-je. J'avais essayé au moins 300 fois de frapper le dragon entre les yeux, mais j'avais été dévoré avant même d'avoir pu lever mon épée. Comment s'y prenait-elle donc, cette Jennifer de Watermile? Je décidai de laisser un nouveau message à cette Jennifer pour avoir un peu plus de détails, mais je remarquai alors le début d'une annonce tout en bas de l'écran. Je la lus, puis je la relus attentivement. Prenez congé de vous-même. Échangez votre personnalité avec quelqu'un pour la durée de votre choix. Qu'est-ce que ça voulait dire? J'appuyai sur la touche Suite. Il me fallait absolument savoir plus sur cet étrange message. Voici ce que je lus. Prenez congé de vous-même. Échangez votre personnalité avec quelqu'un pour la durée de votre choix. Échange de personne à personne. 113 rue des Rochers. Suivait un numéro de téléphone. Comment un truc pareil peut-il fonctionner, me demandai-je. Comment peut-on échanger sa personnalité avec celle d'un inconnu sans s'attirer toutes sortes de problèmes? Ça paraissait complètement fou. Fou, peut-être, mais intéressant. D'un geste machinal, je me grattai vigoureusement la tête. Aïe! J'avais oublié les plaies et les bosses que m'avait laissé la rencontre avec les 3 gorilles. Mais l'élancement douloureux venait de me décider. J'étais prêt à faire n'importe quoi pour changer de vie. Je ne vais tout de même pas passer le reste de mes jours à me faire tabasser régulièrement, à m'écraser contre les lampadaires et à jouer les laissés pour compte dans les parties de volley, me dis-je. Je pris un bout de papier et notai soigneusement l'adresse inscrite sur l'écran. Je réalisai soudain que ce n'était qu'à quelques rues de chez moi. Je n'aurais qu'à passer au bureau dès le lendemain pour demander un peu plus d'informations. Qu'est-ce que je risquais? D'avoir pris cette décision m'avait remonté le moral. Je me sentais beaucoup mieux. Mais cela ne dura pas. À l'heure du dîner, j'étais à peine assis à table que mon père remarquait mon visage tuméfié. « Greg !» s'exclama-t-il. « Qu'as-tu fait pour te mettre dans un état pareil ?»« J'ai eu un petit accident de vélo. » J'hésitais sur le mot vélo, en pensant à l'espèce d'épave abandonnée dans un coin du garage. « Je ne te crois pas, intervint maman. Tu as encore eu une bagarre avec ces 3 voyous qui hantent le quartier. Pourquoi, bon sang? Ne pouvez-vous régler vos différends sans vous cogner dessus? Véro faillit s'étrangler de rire. Greg n'a pas de différend, comme tu dis, avec ces types. Ça les amuse de lui cogner dessus, c'est tout. Ma mère secoua la tête d'un air furieux. Alors ça, c'est tout simplement insupportable, gronda-t-elle. J'ai bien envie de passer un coup de fil à leurs parents pour leur dire ce que j'en pense. Mais je viens de vous expliquer que j'ai eu un accident de vélo, criai-je. Si vous ne me croyez pas, vous n'avez qu'à vérifier dans le garage. Cette fois, mon père me crut. Il se lança aussitôt dans une conférence sur les règles de sécurité à bicyclette, et que j'aurais dû porter mon casque, et que je payerais les réparations avec mon argent de poche, et que... Je ne l'écoutais pas. Tout en mangeant machinalement, je réfléchissais à ma prochaine visite le lendemain auprès du bureau d'échange de personne à personne. J'étais définitivement décidé à changer de vie. Le plus tôt sera le mieux, me disais-je. Inutile d'attendre. Le dîner fini, je remontai dans ma chambre pour me remettre à mon ordinateur et passer le reste de la soirée sur la planète Monstro. Je tentais encore de frapper le dragon entre les yeux, selon les conseils de Jennifer de Watermile, mais je me fis dévorer 43 fois sans y parvenir. Dégoûté, j'abandonnai et me couchai. Je me sentais vidé. Je tirai la couette sous mon menton,
me roulais en boule et m'apprêtais à sombrer dans le sommeil quand mon pied droit toucha quelque chose de mou. Mon cœur se mit à battre à grands coups. « Hé !» criai-je, « qu'est-ce que c'est ?» Prudemment, j'allongeai à nouveau mes orteils. « Oh !» Je bondis hors de mon lit en poussant un hurlement. Je tirai brusquement la couette. Dans la vague lueur qui filtrait entre les volets, je vis un rat, un gros rat gris et luisant qui me fixait de ses yeux rouges. Je poussai un second cri. Alors j'entendis un rire derrière la porte, le rire de ma sœur Véro. « Oh non !» pensai-je, écœuré. J'allumai la lampe. Il y avait bien un rat dans mon lit, mais ce n'était qu'un rat de caoutchouc gris, le jouet favori de Grisby. J'entendais ma sœur s'étouffer de rire dans le couloir. Je lui criai. « Toi, un de ces jours, ça va être ta fête, espèce de sale mioche !» J'avais envie d'ouvrir la porte et de lui flanquer une raclée, mais je me retins. Ma sœur n'a beau avoir que 9 ans, elle est plutôt du genre costaud. Elle risquait fort d'avoir le dessus dans la bagarre, et elle le savait, la petite peste. Retenant un sanglot de colère, j'attrapai le rat pour l'envoyer valdinguer à l'autre bout de la chambre. Le cœur battant encore à tout rompre, je tirai ma couette sur moi et éteignis la lumière. « Demain, me promis-je, les yeux grands ouverts dans l'obscurité, demain, Grégo le zéro, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Même si cela comporte des risques, ça vaudrait mieux que de traîner cette vie de nul. » Le lendemain, je tins ma promesse. Tout de suite après le petit déjeuner, je me rendis au 113 de la rue des Rochers. Je m'attendais à voir un immeuble moderne, genre verre et acier. Je ne découvris qu'un modeste bâtiment gris qui évoquait plutôt un cabinet dentaire. Une plaque à l'entrée indiquait « Échange de personne à personne. Premier étage. » Je poussai la porte et montai les escaliers 4 à 4. Arrivé en haut, je poussai une autre porte et pénétrai dans une espèce de salle d'attente moquetée de beige et meublée de fauteuils de cuir. Une femme brune était assise derrière une cloison vitrée. Elle me sourit en me voyant entrer et je me dirigeai tout de suite vers elle. « Bonjour » dit-elle dans son microphone. Je sursautai. Bien que la femme soit juste en face de moi, sa voix me parvenait par un haut-parleur fixé au mur. « bafouillai-je nerveusement. « J'ai lu votre message sur la boîte aux lettres de mon ordinateur. »« Certainement, reprit-elle sans cesser de sourire. Beaucoup de nos clients, tout comme vous, ont découvert nos services ainsi. Veuillez m'excuser de vous recevoir derrière cette vitre, mais les appareils que vous voyez derrière moi sont d'une extrême sensibilité et nous devons les protéger avec le plus grand soin. » Je jetai un coup d'œil à l'appareillage électronique qui recouvrait le mur. Écran vidéo, caméra, clavier de commande, ampoule clignotante, cadran chiffré. C'était un véritable décor style guerre des étoiles. J'avais soudain un pavé dans l'estomac. Cette démarche n'était peut-être pas une si bonne idée après tout. Vous n'aimez sans doute pas beaucoup voir des enfants traînés par ici, je suppose, repris-je d'une voix mal assurée, tout en reculant prudemment vers la porte. Mais pas du tout, affirma-t-elle avec un nouveau sourire. Beaucoup de nos clients sont des jeunes tels que vous. Les jeunes semblent même particulièrement intéressés par notre proposition. Vous m'avez dit que votre nom était Grégory Dunoy. Ravi de vous connaître, Grégory. Je m'appelle Madame Hudson. Quel âge avez-vous ? 12 ans ? J'approuvai de la tête. Approchez un instant, je vous prie, continua Madame Hudson en me faisant un signe de la main. Je fis quelques pas prudents. Madame Hudson poussa un étroit volet de verre qui s'ouvrait dans la cloison à la hauteur de son bureau et fit passer par l'ouverture une sorte de grand livre plat. Je le pris et le feuilletai. C'était un album photo. « Mais ce sont des garçons et des filles de mon âge ?» m'écriai-je, étonné. « C'est exact, » confirma Madame Hudson. « Tous ces jeunes sont prêts à échanger leur personnalité avec quelqu'un d'autre. »« Ça alors !» murmurai-je. Je regardai les photos plus attentivement. Ces garçons et ces filles me paraissaient pleines de santé et plutôt décontractés. Ils n'avaient pas des têtes à avoir peur d'un rat en caoutchouc. Je me demandais même quel effet cela pouvait bien faire d'être dans la peau de l'un d'entre eux. « Vous pouvez choisir, » expliqua Madame Hudson. « Avec quel garçon, ou même avec quelle fille, cela n'a pas d'importance. Aimeriez-vous échanger votre personnalité ?»« Mais ça fonctionne comment ?» m'inquiétai-je. « Est-ce que je dois aller vivre chez quelqu'un d'autre ? Aller à son école, porter ses vêtements ? »
Madame Hudson se mit à rire. C'est bien plus intéressant que ça, Grégory. Avec notre service d'échange, vous devenez réellement l'autre personne, le temps que vous désirez. Comment ça? Notre système permet de transporter en toute sécurité votre esprit dans un autre corps. Et c'est absolument sans douleur, assura Madame Hudson. Vous serez le seul à savoir que vous êtes bien vous. Personne d'autre ne vous reconnaîtra, pas même vos propres parents. Mais, demandai-je, un peu désemparé, et mon corps, est-ce qu'il va rester stocké quelque part? Pas du tout. Notre agence s'engage à trouver quelqu'un qui occupera votre corps pendant la durée de l'échange. Votre famille ne s'apercevra même pas de votre absence. Pensant à ma carcasse maigrichonne, je me demandais qui pourrait bien avoir envie de l'emprunter, même pour quelques jours. Madame Hudson s'adossa à sa chaise. Alors, qu'en pensez-vous, Grégory? Êtes-vous intéressé? Je plongeai mon regard dans ses yeux noirs. J'avais la gorge nouée et une sueur froide me coulait le long du dos. Cette affaire me paraissait plutôt bizarre. Tout ça me donnait la chair de poule. Répondis-je enfin. Je ne sais pas. Je ne suis pas tout à fait sûr. Ne vous inquiétez pas, me rassura Madame Hudson. La plupart de nos clients ont besoin d'un moment de réflexion avant de se décider à cet échange de personnalité. C'est bien normal. Pensez-y tranquillement, nous avons tout le temps. Mais en attendant, ajouta-t-elle en montrant un appareil photo, me permettez-vous de prendre un cliché de vous? Ainsi nous pourrons chercher quelqu'un qui accepterait d'intégrer votre corps pour quelque temps. Oui, d'accord, balbutiai-je. Le flash me fit cligner des yeux. Je me dépêchai d'ajouter, mais je ne suis pas encore sûr de vouloir faire cet échange. Cela ne vous engage à rien, assura Madame Hudson. Remplissez simplement ce questionnaire. Ensuite, je mettrai votre photo dans notre album, et dès que nous trouverons une personne intéressée, je vous appellerai et vous me ferez part de votre décision. D'accord, répondis-je. Après tout, c'est vrai, me disais-je, ça ne m'engage à rien. Et d'ailleurs, qui pourrait bien avoir envie d'échanger son corps contre le mien? Je remplis donc le questionnaire avec mon nom et mon adresse. Je devais ensuite décrire mes occupations favorites, les matières où j'étais bon ou mauvais à l'école, des choses de ce genre. Quand j'eus terminé, je glissai le questionnaire par l'ouverture dans la vitre. Je saluai Madame Hudson et m'en allai. Je pris le chemin du retour, l'esprit tranquille. Mais au coin de la rue, je me trouvai à nouveau nez à nez avec les trois gorilles. « Hé, les gars !» beugla Ted, avec un sourire qui découvrit toutes ses dents. « Voilà notre zéro sur ses deux pattes. On n'a pas fait du très bon boulot hier, on dirait. » Une fois de plus, ils me tombèrent dessus. 3 minutes plus tard, j'étais par terre et je les regardais s'éloigner de mon seul œil encore ouvert. « Allez, salut, bonne journée !» me lança Ted. Et je les entendis s'esclaffer tous les trois. Je m'assis et martelai le trottoir de mes poings. « J'en ai marre, sanglotai-je. Je veux être quelqu'un d'autre, n'importe qui d'autre. » Péniblement, je me remis debout. « Je vais le faire, décidai-je, et personne ne m'en empêchera. Je vais appeler Madame Hudson tout de suite. Je lui demanderai de me transférer dans un autre corps le plus tôt possible. » En attendant un appel du bureau des échanges, j'occupais les quelques jours qui suivirent à renouveler mes pansements. Au début, je courais répondre à chaque sonnerie du téléphone, mais ce n'était jamais pour moi. C'était généralement l'une ou l'autre des copines de ma sœur en veine de bavardage. Un après-midi, comme je lisais un roman de science-fiction à ma place habituelle, sous le gros érable, j'entendis des pas et levai les yeux de mon livre. C'était M. Anvers qui traversait sa pelouse, vêtu de sa combinaison d'apiculteur. Il entra dans l'enclos grillagé, derrière son garage, et se mit à ouvrir les petites portes de ses ruches. Je plaquai mes mains sur mes oreilles, mais je continuais d'entendre un bourdonnement sourd. Comme je pouvais haïr ce bruit, il me terrifiait. Frissonnant, je décidai de rentrer. Au moment où je me relevais, je sentis sur mon nez le choc d'un petit objet rond et velu. Une abeille! Ces sales bêtes étaient-elles en train de s'échapper pour de vrai cette fois? Je jetai un regard inquiet vers le jardin voisin et fus brusquement envahi par une bouffée d'angoisse. Il y avait un grand trou dans le fin grillage de l'enclos et les abeilles s'envolaient en masse. L'une d'elles se posa sur ma tempe, bourdonnant à mes oreilles. Je hurlai, agitai les mains frénétiquement, tout en m'enfouillant vers la maison. J'étais prêt à appeler la police ou même les pompiers. Mais comme je claquais la porte derrière moi, j'entendis au dehors un rire que je ne connaissais que trop bien.
Monsieur Anvers se payait ma tête une fois de plus. Je frappais violemment du poing sur la table. Mais c'est sur ce sale nez que j'aurais voulu cogner. À cet instant, la sonnerie du téléphone retentit. Ce n'est pas bientôt fini, explosai-je hors de moi. Cette bande de pipelets n'a donc rien de mieux à faire qu'à jacasser avec ma sœur toute la journée. J'arrachai le combiné de son support et aboyai. Qu'est-ce que c'est? Je voudrais parler à Grégory, s'il vous plaît, répondit une voix de femme. À Grégory Dunoy. Oui, bafouillai-je, pris au dépourvu. C'est moi. Bonjour Grégory, c'est madame Hudson, du bureau des échanges de personne à personne. Vous vous souvenez de moi? Mon cœur se mit à tambouriner dans ma poitrine. Oui, bien sûr, je me souviens. Eh bien, si vous êtes toujours intéressé, nous avons une possibilité d'échange pour vous. Une possibilité? Absolument. Un jeune homme de votre âge serait prêt à changer de corps avec vous. J'hésitai une seconde. Puis, jetant un coup d'œil à la fenêtre, je vis une grosse abeille rayée qui rampait à l'extérieur de la vitre. J'avais encore dans l'oreille l'insupportable rire moqueur de monsieur Anvers. Oui, répondis-je d'une voix ferme. Je suis tout à fait intéressé. Quand pouvons-nous nous faire l'échange? Mais dès aujourd'hui, déclara madame Hudson, chez vous, si cela vous convient. Je réfléchis rapidement, sentant mon sang cogner dans mes artères. Mes parents étaient sortis, Véro passait l'après-midi chez une copine. C'était une chance à saisir. Tout de suite, m'écriai-je. Formidable, Grégory, j'arriverai chez vous d'ici un quart d'heure. Je vous attends. Le quart d'heure qui suivit me parut durer un siècle. Je faisais les 100 pas dans le salon en me demandant à quoi ressemblerait mon nouveau corps, mes nouveaux parents, ma maison, mes vêtements, si j'aurais des amis. Enfin, j'entendis un coup de sonnette. Je me sentais comme une loque. Mes mains transpiraient tellement que j'eus de la peine à tourner la poignée pour ouvrir. « Installons-nous dans la cuisine, suggéra madame Hudson. J'ai besoin d'une table pour poser mon matériel. » Je lui montrai le chemin. Elle ouvrit une mallette et en sortit des espèces de boîtes métalliques hérissées d'antennes. « Et qui est le garçon qui désire faire l'échange avec moi ?» demandai-je. « Il s'appelle David Wolfe. »« David Wolfe ?» répétai-je avec enthousiasme. Son nom me plaisait. « De quoi a-t-il l'air » ajoutai-je. Madame Hudson ouvrit l'album de photos. « Le voilà » dit-elle en désignant du doigt l'un des portraits. Je vis un grand type blond à la carrure d'athlète, vêtu d'un short cycliste noir et d'un débardeur. Je n'en croyais pas mes yeux. « On dirait un champion de surf » m'écriai-je. « Pourquoi diable veut-il changer de corps avec moi? C'est une blague ?» Madame Hudson sourit. « Pour être tout à fait honnête, Grégory, ce n'est pas votre corps qui l'intéresse. Ce sont vos dons pour les mathématiques. Il doit passer des tests assez difficiles ces jours-ci, à son cours de rattrapage d'été. Il serait ravi que vous les passiez à sa place. Bien sûr, il souhaite réintégrer son corps dès la fin des tests. »« Ah, je comprends, soupirai-je. C'est vrai, je suis plutôt bon en maths. »« Nous le savons, Grégory, le bureau d'échange fait toujours sa propre enquête, expliqua madame Hudson. Vous êtes excellent en maths. David, lui, est un champion de planche à roulettes. » J'étais rassuré et en même temps un peu déçu. L'échange ne durerait que quelques jours. Enfin, c'était toujours mieux que rien. Je m'assis devant la table. Une abeille vint bourdonner juste sous mon nez. « Hé !» criai-je en bondissant sur ma chaise. « Comment est-elle entrée ici ?» Madame Hudson leva à peine la tête de ses branchements. « La porte donnant sur le jardin étant ouverte, dit-elle. Maintenant, Grégory, asseyez-vous, s'il vous plaît, et détendez-vous. Je dois fixer cette courroie à votre poignet. » Jetant un coup d'œil anxieux vers la porte, je me rassis. Madame Hudson entoura mon poignet d'une courroie noire, puis se mit à trifouiller les fils qui sortaient de l'une de ses machines. Une autre abeille voltait derrière moi et je sursautai. « S'il vous plaît, Grégory, ne bougez pas, sinon le branchement ne fonctionnera pas. Comment rester tranquille quand des abeilles viennent vous bourdonner sous le nez ?» Maintenant, j'en voyais 3 qui se promenaient sur la table. Une 4e voltait autour de ma tête. Je sentais monter la panique. « Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces bestioles ?»« N'y faites pas attention, dit madame Hudson. Si vous les laissez en paix, elles ne vous feront pas de mal. D'ailleurs, dans un instant, ce n'est plus vous qui serez assis ici, mais David Wolfe. Et lui, il n'a pas peur des abeilles. » Elle appuya sur une touche et un voyant lumineux se mit à clignoter. « Voilà, vous êtes maintenant connecté avec David. »
Quand j'abaisserai cette manette, l'échange se produira. Pendant quelques minutes, vous ne serez plus visible. Puis votre apparence se reformera, mais ce ne sera plus vous. Ce sera David Wolf à l'intérieur de votre corps. Oui, mais... J'aurais voulu en savoir un peu plus, qu'elle me parle un peu de David, de sa maison, de ses parents. Je n'en eus pas le temps. Je fus ébloui par un éclair blanc. Je tentai de crier, mais aucun son ne sortit de ma bouche. La lumière devint si intense que j'en fus aveuglé. Puis, je sombrai dans un océan d'obscurité. Quelque chose clochait. Je recommençai à distinguer les couleurs, mais tout était complètement brouillé. J'essayai d'accommoder ma vision, mais je n'arrivais pas à fixer mon regard sur quoi que ce fût. Mon nouveau corps réagissait d'une drôle de façon. J'étais sur le dos et me sentais aussi léger qu'une plume, si léger que j'aurais pu flotter dans les airs. Comment le grand corps musclé de David Wolf pouvait-il me procurer une telle sensation? Non, quelque chose clochait. J'avais le sentiment de m'être fait avoir. La photo qu'on m'avait montrée était-elle bien celle de ce David? Peut-être était-il plus petit et bien plus frêle qu'il en avait l'air. Je voulus lever la main pour me tâter, mais elle me parut extrêmement bizarre, minuscule, et mon bras me semblait pourvu de plusieurs coudes. Brusquement envahi par l'angoisse, j'essayai de comprendre ce qui avait bien pu m'arriver. Je réussis finalement à tâter mon corps et poussai un hurlement. Ah! Ma peau était douce, soyeuse, recouverte d'une sorte de fourrure. Horrifié, j'appelai. « Madame Hudson, au secours, quelque chose ne va pas !» Mais ma voix elle-même avait quelque chose d'insolite. Elle était faible, inaudible, à peine un couinement de souris. Je basculai sur le ventre et tentai de me relever, agitant les bras pour rétablir mon équilibre. Et brusquement je réalisai que mes pieds ne touchaient plus le sol. Je volais. « Mais qu'est-ce qu'il m'est arrivé ?» m'écriai-je, de toute la puissance de ma ridicule petite voix. Je me posai maladroitement sur ce qui me parut être le placard de la cuisine. Comment pouvais-je bien tenir sur un placard de cuisine? Je remuai de nouveau mes étranges nouveaux bras, et je découvris que je pouvais en contrôler les mouvements pour me déplacer dans les airs. Je sentais bouger dans mon dos des muscles inconnus. Je fis un nouvel essai et m'envolai cette fois vers la fenêtre. Épuisé, j'atterris sur le rebord. Alors, avec un frémissement d'horreur, je découvris un monstre hideux reflété par la vitre, qui me fixait de ses yeux énormes. J'aurais voulu crier, mais la terreur me paralysait et je ne pus émettre aucun son. « Il faut que je parte de là, pensai-je, affolé. Je remuai les pieds et me mis à courir. Le monstre derrière la vitre se mit à courir aussi. Je m'arrêtai, il s'arrêta. Je gémis. « Oh non, s'il vous plaît, faites que ce ne soit pas vrai. » Je venais de comprendre l'épouvantable vérité. Le monstre, c'était moi. C'était mon reflet dans la vitre. Madame Hudson avait fait une fausse manœuvre. J'étais emprisonné dans le corps d'une abeille.